Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces mythes de chasse aux sorcières, aussi passionnants qu'inquiétants. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Connaissez-vous réellement l'histoire de la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord, les sorcières de Salem? Cet événement a entraîné l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes entre février 1692 et mai 1693. En 1692, Salem est une petite commune sans histoire, qui vit de la pêche et du commerce maritime. En quelques mois, son destin bascule lorsque des centaines de personnes sont accusées de sorcellerie et 20 d'entre elles sont condamnées à mort au terme de procès sordides. Ces célèbres procès vont agiter le petit bourg de Salem, dans le Massachusetts. Certains procès se sont déroulés à Denver, une petite commune toute proche de Salem, mais l'histoire n'a retenu que le nom de Salem. À cette époque, l'Amérique coloniale connaît de nombreux bouleversements. Salem est divisé en deux, un bourg prospère, à peine moins riche que Boston, et un village agricole. Ces deux bourgs se disputent régulièrement au sujet des ressources, de la politique et de la religion. Pour compliquer un petit peu plus les choses, les villageois se retrouvent en deux factions. Certains veulent déclarer leur indépendance par rapport à la ville, et d'autres ne le veulent pas. En 1689, les villageois obtiennent le droit de fonder leur propre église. Ils choisissent le révérend Samuel Parris, un ancien commerçant, pour devenir leur pasteur. Ses méthodes austères et ses exigences matérielles accroissent les frictions. Nombreux sont les habitants qui se jurent de chasser le révérend Parris et qui cessent de contribuer à son salaire au mois d'octobre 1991. C'est donc sur ce fond de conflits politiques et religieux que commence notre histoire. Betty, âgée de 9 ans, et sa nièce Abigail Williams sont magnétisées par les légendes captivantes que leur raconte Tituba, leur esclave originaire de la Barbade. Tous les éléments du drame sont donc réunis, il n'y a plus qu'à mettre le feu à la poudrière. Tout va donc commencer quand 3 jeunes filles commencent à parler dans une langue inconnue. Elles traînent des pieds, se cachent un peu partout, convulsent et se comportent étrangement. Une poignée d'autres jeunes filles présentent les mêmes symptômes et commencent à dénoncer les gens qui seraient responsables de leur malheur. Betty Parris, 9 ans, la fille du révérend, sa cousine Abigail Williams, 11 ans, sont donc soutenues dans leur affirmation par Anne Putnam, la jeune, 12 ans, et Elizabeth Hubbard, 17 ans. Horrifiés, docteur et pasteur observent les filles convulser, se recroqueviller sous des chaises et hurler des inepties. Peu instruits en biologie, en médecine ou en psychologie, ces notables concluent à la possession. D'ailleurs, les jeunes filles vont confirmer être en contact avec des entités. Les médecins vont donc brutaliser les petites jusqu'à ce qu'elles dénoncent des femmes plus ou moins marginales de leur entourage. Tituba est accusée d'être une sorcière, tout comme Sarah God, une mendiante débraillée, enceinte d'un enfant, et Sarah Osborne, une femme sénile. Par peur, les jeunes filles ont donc dénoncé ces 3 femmes. Pourtant, à part leur statut de marginale, n'ont jamais présenté aucun symptôme de possession comme viennent de le faire les enfants. Les 3 femmes sont torturées. Tituba va d'abord commencer à avouer et dénoncer d'autres personnes. Elle affirme en mars 1692 que le diable est venu à elle et l'a ordonné de le servir. Des villageois envoûtés écoutent alors Tituba raconter des histoires de chiens noirs, de chats rouges, d'oiseaux jaunes et d'un homme aux cheveux blancs qui lui aurait ordonné de signer le livre du diable. Elle aurait vu plusieurs sorcières à visage découvert qui ne rêvaient que de détruire les puritains. Le village s'affole. Une véritable chasse aux sorcières commence, il faut dénicher ces prétendues sorcières. La fièvre de la dénonciation s'empare de la communauté et contamine toute la région. Les voisins s'accusent entre eux, plusieurs femmes sont accusées, les habitants terrifiés se mettent à dénoncer de plus en plus de sorcières aux enquêteurs qui font alors du porte-à-porte. Les témoignages étranges et les rumeurs s'accumulent. Les accusés sont torturés et sont jugés lors de procès expéditifs tenus dans un tribunal spécialement créé pour l'occasion. Un des accusés, Giles Corey, est torturé à mort alors qu'il refuse de plaider. 5 autres, dont le nourrisson de Sarah God qui a dû accoucher en prison, meurent.
S'ensuivent plusieurs réactions en chaîne. Les accusés témoignent et accusent d'autres personnes, qui accusent d'autres personnes à leur tour. Le tribunal ne juge pas. Il préfère que les personnes accusées avouent être des sorcières et se repentissent au nom de la religion afin d'être libres. Au contraire, les personnes accusées qui ne se repentissent pas sont tuées. C'est ainsi que le sang va couler à Salem. Pendaison, torture, décapitation. Le procès va amener des horreurs jamais vues. Pourtant, le 3 octobre 1692, le révérend Increase Mather, président de l'université de Harvard, dénonce l'emploi de preuves trop légères et le crédit accordé à des déclarations indénombrables d'ordre surnaturel. Il affirme alors « Il vaudrait mieux que 10 sorcières accusées s'échappent plutôt qu'un seul innocent soit condamné ». Le gouverneur William Phips prend les choses en main lorsque les jeunes filles possédées désignent sa propre femme comme étant sorcière. Déterminé à apaiser l'hystérie, il suspend le tribunal spécial et le remplace par une cour supérieure où les preuves spectrales ne sont pas entendues. On n'y condamnera que 3 des 56 accusés. William Phips les graciera ainsi que 5 autres personnes attendant d'être exécutées. En mai 1693, il gracie tous ceux qui se trouvent encore en prison pour des accusations de sorcellerie. Avec le temps, certains accusateurs présenteront même des excuses publiques. La législature finira par réhabiliter la dignité des condamnés et par octroyer des compensations financières à leur descendance. Les documents juridiques et les témoignages de l'époque établissent qu'un certain nombre de citoyens ne croyaient pas en la sorcellerie, mais la majorité, dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre, y croyait très certainement. Cette croyance était notamment encouragée par la Bible. 3 ans plus tard, en 1696, le tribunal ordonna une journée de jeûne et de repentir pour les procès. Les juges, qui avaient participé au procès, se repentissent publiquement et demandent pardon à la communauté. À partir de 1700, des pétitions furent déposées par des membres des différentes familles auprès du gouvernement colonial du Massachusetts afin de faire annuler les condamnations. Et en 1711, 22 personnes sont exonérées et une indemnisation financière est autorisée. Cette tendance se poursuit au cours des 10 années suivantes, mais tous ne furent pas blanchis, même à ce moment-là. En fait, le nom de toutes les personnes condamnées ne sont blanchies qu'en 2001. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette soudaine crise d'hystérie et les comportements troubles des différentes jeunes filles atteintes. Est-ce dû à la religion, à la maltraitance de certains enfants, à un empoisonnement aux champignons ou des complots entre familles puissantes de la région? La question plane toujours dans les ruelles de Salem. Personne n'a été capable de comprendre pourquoi ces jeunes filles se sont soudainement comportées ainsi. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.